Et donc, on va parler notamment du changement climatique, du dérèglement climatique. Il va y avoir un certain nombre d'incertitudes en termes d'impact, en termes temporels, en termes sociaux. Et quand on va parler de ces éléments-là, finalement, il y a aussi la question de l'action. Donc, si on se place dans l'autre partie du schéma, savoir ben, quand j'agis, quel impact ça a. Là aussi, il y a une très forte incertitude, puisque si je suis seule à agir, ça va pas avoir beaucoup d'impact. Donc, toutes ces questions sociales aussi qui vont être associées à ces formes d'incertitude. Et donc, on va aussi avoir, hop, il y a deuxième photo ici qui apparaît. Souvent, on me dit, bah, oui, l'écologie, enfin, le fait de dire, oui, on est pour la protection de l'environnement, c'est une forme de norme sociale partagée. Mais il y a une autre norme sociale à partager qui est peut-être encore plus importante, c'est la norme de consommation. Et donc, pour ça que je dis qu'ici, il y a des injonctions paradoxales qui sont finalement ce contraste entre la norme écologique et la norme économique. Et donc, on est aussi face à ces questions-là qui font ben, qu'est-ce qui fait qu'on agit, par quoi on est motivé, quelles sont nos attitudes par rapport à ces normes sociales, comment on va se positionner. Ça va créer de la dissonance souvent chez nous, chez chacun d'entre nous. On a tous nos contradictions par rapport à ces injonctions paradoxales. Et donc, voilà, ça fait partie des questions aussi qu'on va se poser en psychosocial et qui sont intéressantes parce que ça montre déjà bien la complexité du sujet. Et donc, par rapport à la question de l'éco-anxiété, on va aussi être tiraillé avec ces normes contradictoires. Et voilà, ça va faire partie de ce qui fait que parfois, on va ressentir cette forme d'anxiété. Alors, maintenant, venons-en au cœur du sujet d'aujourd'hui. L'éco-anxiété, qu'est-ce que c'est? Alors, ce concept est apparu, je vais dire, depuis une quinzaine d'années dans la littérature scientifique. Beaucoup de travaux depuis 2020. Bon, il y a pas mal d'articles qui sortent chaque année. Alors, Suzanne Clayton, qui a été un peu la papesse, il faut dire ça comme ça, autour de ce concept-là, qui a développé bah, la première définition qui a été donnée toujours pour l'APA, l'Association de psychologie américaine, en 2017. Donc, elle avait défini ça comme la peur chronique de la catastrophe environnementale. Et finalement, la définition a un peu évolué. Alors, j'en ai mis quelques-unes, enfin, j'en ai mis que deux. J'avais fait plusieurs diapos, mais finalement, c'est pas ça le plus important. Par exemple, en 2018, elle, mes collaborateurs ont parlé d'une inquiétude grave et invalidante liée à un environnement naturel changeant et incertain. On retrouve cette idée d'incertitude. Et toujours Suzanne Clayton, plus récemment, en 2020, a finalement adopté cette définition qui est celle qui va être la plus partagée. C'est une anxiété associée aux perceptions du changement climatique, même chez les personnes qui n'ont pas subi d'impact direct. Parce il y avait cette question dans les différentes tentative de définition précédemment, c'est est-ce qu'on a été touché directement par une catastrophe, par une sécheresse, par une canicule, est-ce que ça va avoir un impact sur notre anxiété, etc. Mais finalement, non, cette anxiété, elle peut apparaître même si on n'a pas personnellement vécu ces impacts-là. Alors, vous voyez, en gras, j'ai mis les termes peur, inquiétude, anxiété, parce que effectivement, en fait, on va avoir une palette de termes comme ça, d'émotions, qui vont être associées à cette notion d'éco-anxiété. Ça fait partie des choses qui nous ont intéressés dans nos recherches. Et donc, voilà, c'est une palette d'émotions négatives finalement dans la littérature, on va retrouver parfois le terme d'anxiété, parfois de la peur, de l'inquiétude, etc., de la colère, etc., etc. Et donc, on va toujours avoir cette idée que ces émotions négatives, elles sont associées donc à la perception du dérèglement climatique, à la crainte de voir les conditions environnementales se dégrader, à la crainte de vivre soi-même une catastrophe environnementale. Il y a aussi la peur de l'effondrement, donc avec ce qu'on a appelé la collapsologie, donc qui est vraiment sur cette idée, si l'effondrement environnemental, social, alors à tous les niveaux qui sont associés finalement. Et puis j'ai rajouté ici des difficultés sociales, parce que le fait en fait, même le terme d'anxiété en soi, c'est un terme négatif. Et donc, le fait de se dire anxieux, c'est pas forcément fun, hein. On va plutôt poster sur les réseaux sociaux des images où on est en train de rigoler avec ses copains. Et donc, c'est pas socialement positif de se dire qu'on est anxieux ou qu'on est éco-anxieux.
Et parfois, ce que l'on va retrouver chez les personnes qui parlent de cette éco-anxiété, là aussi, il y a pas mal d'articles qui ont travaillé là-dessus. Et nous, en psychosocial, c'est un point qui nous intéresse particulièrement. Bah, c'est le fait de ressentir de l'incompréhension. Si je parle de mon éco-anxiété, peut-être les gens vont me dire non, mais c'est bon, elle nous a saoulé, elle, avec son éco-anxiété. De fait, un manque de soutien social de mon entourage qui aura du mal à me comprendre dans ce que je ressens par rapport à ces questions-là. Donc, ces éléments-là aussi sont intéressants à fouiller et vont ajouter finalement peut-être de l'anxiété à l'anxiété, le fait de ne pas pouvoir facilement partager ces questions-là. Donc, on va retrouver un univers sémantique de l'éco-anxiété. J'ai repris ici un schéma dans un article de Kofi et collaborateurs en 2021, où vous voyez, on a vraiment cette idée éco-anxiété, éco-colère, anxiété climatique, solastalgie, éco-paralysie, désespoir, etc., etc., avec pas mal de culpabilité, voilà, je cherchais la traduction, phobie, voilà, que des choses, voilà, toutes ces émotions négatives qui vont être associées à cette éco-anxiété, que l'on va retrouver quand on va interroger les individus. Et donc là, j'ai noté aussi que l'éco-dépression et l'éco-colère vont être clairement différenciés, notamment parce que quand on va s'intéresser derrière à est-ce que ça permet d'agir ou pas, ça va être une des questions qu'on va se poser, ben, on va voir que ça n'a pas tout à fait les mêmes impacts en termes d'action. Donc finalement, de quoi est-ce qu'on parle? Alors j'ai vraiment essayé de simplifier au maximum toute cette partie de définition, mais après, on peut finalement en reparler après s'il y a des éléments qui vous intéressent particulièrement là-dessus. Bah, dans tous les cas, donc, ces émotions négatives associées aux problématiques environnementales. Alors, une question qui est souvent posée, c'est est-ce que ce sont des troubles anxieux? Parce que qui dit anxiété, en psychologie, on a un manuel de référence, hein, le manuel diagnostique, le DSM, où sont référencés les différents troubles, les différentes pathologies avec des types de symptômes et voilà à quoi ça se rapporte. Et donc, le trouble anxieux fait partie de ces pathologies qui sont référencées depuis longtemps maintenant en psychologie clinique notamment. Mais l'éco-anxiété n'est pas référencée dans ce manuel. Aujourd'hui, pour l'instant, ça ne fait pas partie de pathologies spécifiques. En tout cas, voilà, dans la version actuelle, ce n'est pas le cas. Et effectivement, elle ne se réfère pas, ou très rarement, à des troubles anxieux, au sens l'anxiété invalidante qui empêche de sortir de chez soi, etc. Donc, on va plutôt avoir l'idée que c'est, donc j'ai noté ici une émotion morale fondée sur une évaluation de la gravité de la crise écologique, avec différents niveaux de, de- de symptômes, on va dire quand même, j'ai quand même parlé de symptômes, même si je viens de vous dire que ce n'était pas une pathologie. Mais voilà, différents niveaux qui vont être plus ou moins marqués, qui vont avoir plus ou moins d'impact dans notre vie quotidienne, mais finalement pas vraiment avec d'aspect pathologique. Ce que nous dit notamment cet auteur Picala qui a beaucoup écrit sur l'éco-anxiété, c'est bah, on n'a pas encore assez de données aujourd'hui pour vraiment parler d'une éco-anxiété pathologique. Pour avoir discuté avec mes collègues cliniciens, dans les consultations en psychologie clinique, ça commence à sortir, ces histoires d'éco-anxiété. Mais souvent, les gens ne viennent pas consulter pour de l'éco-anxiété. D'autres problématiques les amènent à consulter un psychologue. Et au fil des séances, cette thématique-là va apparaître et va apparaître comme étant relativement importante aussi dans les discours des patients. Donc, ça existe, mais voilà, vous voyez pourquoi c'est un peu difficile de savoir quelle place ça prend finalement en termes de pathologie. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore assez de données pour pouvoir aller vers ça. Euh, donc, ça va poser la question de qui sont les éco-anxieux. Alors, toujours Picala, je vous ai dit qu'il avait écrit pas mal d'articles là-dessus. Alors, il y a d'abord des caractéristiques personnelles, hein, une sensibilité à l'anxiété. Donc, nous, on a essayé de travailler là-dessus et je vous montrerai nos résultats tout à l'heure. Euh, le fait d'être exposé à des indicateurs du changement climatique, par exemple les climatologues, travaillent sur le climat, sur l'environnement. On a peut-être, j'ai dit on, je ne suis pas climatologue, mais en tant que psychologue social qui travaille sur les problématiques environnementales, on en parlait tout à l'heure.
Il y a des périodes où oui, ça prend beaucoup de place, donc sans être forcément exposé directement aux indicateurs du changement, mais en tout cas étant exposé aux problématiques environnementales, ça peut créer de l'éco-anxiété. Et puis le fait d'être impacté directement par des événements climatiques extrêmes va aussi être générateur d'éco-anxiété. Mais il y a d'autres caractéristiques, et notamment les jeunes, qui sont d'après plusieurs travaux, dont l'année dernière, il y a eu une grande enquête de l'ADEME qui a été faite sur cette question de l'éco-anxiété. Donc, vous pouvez retrouver le rapport de l'ADEME très facilement en ligne. Donc, enquête en France, mais en France, et qui nous dit que les 25-35 ans sont les plus touchés. On retrouve chez Ecofin en 2021, les jeunes moins de 35 ans, ils sont les plus sensibles et ce serait lié avec les craintes que les jeunes auraient, enfin les jeunes en particulier, mais des plus âgés comme nous aussi, par rapport à l'avenir. Ces craintes pouvant être égocentrées, c'est-à-dire mon avenir dans ce monde-là, qu'est-ce que ça va être, mais aussi écocentrées, donc l'avenir de, de la planète, de l'environnement, de la biodiversité, etc. Qu'est-ce que ça va être dans ce monde-là? Donc, ces deux aspects, qu'ils soient éco ou égocentrés, peuvent renforcer ces craintes qui sont liées à l'avenir. Alors, j'ai mis un petit bémol sur cette enquête de l'ADEME parce qu'elle a utilisé alors, je ne vous parle pas des mesures aujourd'hui, mais elle a utilisé une mesure qui va plutôt, à mon sens, et d'ailleurs, on avait fait avec ma collègue avec qui je travaille beaucoup sur cette question-là, un courrier à l'ADEME pour les alerter sur le fait que la traduction de l'échelle qui a été utilisée parle plutôt d'éco-inquiétude que d'éco-anxiété. Ça fait partie de ce dont je vais vous parler juste après. Et donc, voilà, ça fait partie des éléments de langage qui me semblent importants parce que on ne parle pas tout à fait de la même chose, justement. Le fait d'être éco-inquiet, ça touche effectivement beaucoup de monde, quasiment tout le monde, je dirais, finalement. Alors que le fait de parler d'éco-anxiété, aujourd'hui, dans les articles, on va plutôt parler d'éco-anxiété sévère et d'éco-inquiétude pour différencier ces deux aspects. Et d'ailleurs, ici, ce travail de Hickman est souvent cité. C'est une étude qui a été faite auprès de 1000 jeunes de 16 à 25 ans dans 10 pays différents. Mais la question qui est posée, c'est à quel point ils se disent inquiets au sujet du changement climatique. Et on a environ, vous voyez, extrêmement inquiets en rouge, très inquiets en orange. Donc les proportions sont différentes, mais on va avoir grosso modo 60% dans les différents pays qui se disent très ou extrêmement inquiets au sujet du changement climatique. Et donc ça, c'est souvent cité en exemple pour illustrer le fait que les jeunes sont touchés par ces questions-là. Et ensuite, on va avoir d'autres questions qui ont été posées. Est-ce qu'ils se sentent tristes, effrayés, anxieux? 66. On est toujours autour de 60%, on va dire, autour de ces émotions-là par rapport à ces questions de changement climatique et de notre avenir finalement dans ce monde. Alors voilà, peut-être vous regardez les différentes proportions, mais je pourrais aussi donner ma présentation d'ailleurs, hein. Je n'ai pas proposé, pour les étudiants notamment, si ça vous intéresse. Donc, au-delà des émotions, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des difficultés plus ou moins marquées dans le quotidien. Ces difficultés, c'est notamment des difficultés à se concentrer, parce qu'on va avoir des pensées un peu récurrentes autour de ça, autour de cette question du climat et de l'environnement. Parfois des insomnies, des cauchemars, où là, du coup, on arrive plutôt à des choses qui commencent à être un peu plus invalidantes, hein, dans notre fonctionnement quotidien. Des réactions négatives comme de l'irritabilité, des crises de panique, de la dépression, là aussi, on va plus vers de la pathologie et c'est ce que l'on va retrouver notamment chez les personnes qui consultent des psychologues et qui vont parler de ces éléments-là. Et puis après, ce qui va être intéressant, enfin intéressant, dont je vais vous parler juste après, c'est l'idée que finalement, on peut se retrouver dans un état de paralysie, d'impuissance ou d'apathie, c'est-à-dire que, bah oui, je suis tellement stressée, anxieuse par rapport à ces questions-là que je n'arrive pas à agir et que ça va me bloquer dans ma capacité à agir par rapport à ces questions-là. Donc ça, ce sont ces trois points que j'ai notés ici. C'est vraiment là où ça commence à devenir quelque chose d'un peu invalidant, un peu qui empêche de fonctionner au quotidien et qui peut, là, on peut vraiment parler d'anxiété et non plus vraiment d'éco-inquiétude. Bon, c'est pour faire vraiment cette différence.
Et donc, la question qui est posée notamment par Suzanne Clayton et collaborateurs, c'est est-ce que c'est une réaction adaptée euh, ou est-ce que c'est une réaction inadaptée, cette éco-anxiété? Parce que finalement, face à une menace environnementale, c'est peut-être juste, certains auteurs ont parlé d'écolucidité, juste normal d'avoir une réaction de- d'inquiétude, d'anxiété face à ce qui est en train de se passer au niveau mondial par rapport aux questions environnementales. Donc voilà, on a cette question-là. Certains auteurs ont proposé de parler d'écolucidité pour justement enlever cet aspect négatif, parce que si c'est une réaction normale, pourquoi est-ce qu'on parlerait d'anxiété? Voilà, et donc, bon, une fois qu'un terme est utilisé dans le grand public, c'est difficile d'en changer, mais on est un peu sur ces questions-là aussi qui vont apparaître, et donc, on est sur cette idée, voilà, est-ce que les personnes ne sont pas simplement lucides? Et donc, Picala, toujours, a évoqué le terme d'éco-anxiété pratique ou adaptée, puisque avec un certain niveau d'éco-anxiété, on peut être capable d'agir plutôt que se sentir complètement tétanisé et incapable d'agir. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique sur comme je l'ai dit tout à l'heure, entre éco-anxiété et troubles anxieux, est-ce qu'on doit pathologiser ces émotions? C'est une question qui reste ouverte hein, par rapport à ces réactions normales, par rapport à notre problématique, à cette problématique environnementale. Voilà, ça fait partie d'un certain nombre de points. Donc, comme je l'ai dit, il y a cette idée d'état de paralysie qui est déjà connue en psychologie sociale, ce qu'on appelle, nous, l'impuissance acquise. Euh, ça vous parle ou pas? Non. En gros, on connaît ça pas mal aussi en psychologie des apprentissages, enfin dans plein de domaines. C'est que si je suis persuadée qu'agir ne sert à rien, je vais abandonner. Par exemple, dans les apprentissages, j'ai un élève qui a toujours des mauvaises notes. Si on n'aide pas en lui faisant faire des exercices plus faciles, puis de monter petit à petit en difficulté, si on l'aide pas à reprendre confiance en lui, bah, il va se dire bah, moi, je suis nul en maths, de toute façon, ça sert à rien, je fais plus d'efforts. Les efforts sont jamais couronnés de succès. Et donc là, c'est pareil avec l'éco-anxiété, c'est de se dire bah, finalement, ce que je fais, ça sert à rien. Je reste éco-anxieuse. L'environnement, même si je trie mes déchets, alors, je caricature, hein, mais je trie mes déchets, bah, c'est toujours aussi. Voilà, il se passe toujours les mêmes choses dans le monde. Donc finalement, bah, j'arrête d'agir parce que mon action ne sert à rien. C'est ça l'impuissance acquise. Et donc, ce sentiment que quoi qu'on fasse, on ne pourra rien améliorer et qui va créer cette paralysie et ce sentiment d'impuissance. Mais il peut y avoir aussi des aspects positifs. L'anxiété, elle peut être aussi associée à de l'espoir. On va quand même passer aussi sur des aspects positifs avec cette anxiété pratique, donc ce que Picala a appelé l'anxiété pratique, qui mène à l'action, et qui semble finalement plus fréquente que les réponses d'impuissance. Donc plusieurs auteurs ont mis ça en évidence avec cette idée que on va avoir aussi des possibilités d'action collective et d'action individuelle. Et finalement, l'action collective, elle va être importante et notamment plus importante avec l'éco-colère. C'est pour ça que c'est important de différencier les émotions aussi. Donc, le fait d'être en colère va plus facilement permettre aux gens de se retrouver en collectif pour agir. Et donc, ça, il semblerait que ça soit un élément positif. Donc, sur ces questions d'action, ça, je trouve que c'est un point aussi qui est intéressant. Donc, plusieurs auteurs, donc plus récemment aussi, ont travaillé sur ça et on l'a fait également. Je vais vous montrer nos résultats après. Donc, il y aurait finalement, c'est une relation réciproque en quelque sorte entre éco-anxiété et comportement. C'est-à-dire que l'anxiété climatique prédit positivement le comportement. Donc, on regarde 6 mois plus tard sur une étude longitudinale, mais très faiblement parce que finalement aussi, on agit parce qu'on est éco-anxieux, mais le fait d'agir et de voir qu'il n'y a pas d'effet, bah, ça peut rendre éco-anxieux. C'est un peu un cercle vicieux finalement qu'il va y avoir entre l'action et l'éco-anxiété. Et c'est difficile de dire est-ce que je suis éco-anxieuse parce que j'ai agi et que j'ai vu que ça n'avait pas d'effet, ou est-ce que j'agis parce que je suis éco-anxieuse. Et finalement, il semblerait que on agit parce qu'on est éco-anxieux, mais le lien est faible et le lien est assez ténu. Et, il semblerait qu'il y ait d'autres variables, notamment les valeurs biosphériques, c'est-à-dire le fait qu'on soit préoccupé pour l'environnement naturel. Ça fasse partie de nos valeurs importantes. Ça, ce serait plus important dans le fait d'agir pour l'environnement que l'éco-anxiété.
Alors, hier est sorti cet article. On est au top de la, euh, de la science. Donc, par Eren et Clayton, toujours Suzanne Clayton. Donc, vraiment, je l'ai reçu la notification hier et je l'ai lu dans le train pour venir, pour venir ici. Je vous ai rajouté ce petit schéma. Parce que je trouvais que ça illustre pas mal cette idée Donc, du coup, j'ai pas pris le temps de traduire en français, mais je pense que ça va. C'est cette idée de le lien entre les courants. Alors, maintenant, notamment ces auteurs, Clayton va plutôt parler d'anxiété climatique, donc l'intensité de cette anxiété et les comportements pro-environnementaux. Et ça va suivre cette forme de courbe en U inversée qu'on connaît par ailleurs avec le stress, etc. Donc, eux, ils ont appelé ça le principe boucle d'or. Tout le monde connaît la petite boucle d'or qui va dans le petit lit, le grand lit, puis finalement choisit le moyen lit parce que c'est plus confortable. Voilà. Donc le truc, voilà. Pareil, le potage est trop froid, trop chaud, bah non, on va choisir celui qui est à la bonne température. Donc c'est ça l'idée du principe boucle d'or, avec l'idée qu'il y a une zone optimale, donc on peut appeler la zone boucle d'or, qui va être une zone d'équilibre dans laquelle là, ça permet l'action. En gros, si on n'a pas assez d'anxiété, il n'y a pas de raison d'agir. S'il y a trop d'anxiété, ben, on va se retrouver dans cette zone de paralysie qui fait qu'on considère que notre action n'est pas efficace. Mais donc, dans cette zone boucle d'or, on a cette idée que c'est là qu'on est capable de mesurer la menace, d'avoir des stratégies de faire face à cette menace, euh, donc de mesurer donc, en termes d'incertitude, voilà, d'avoir pas trop d'incertitude, de savoir qu'on peut agir, qu'on peut contrôler un certain nombre de choses, et d'avoir aussi la capacité, quand on est dans cette zone optimale, d'avoir une pensée orientée vers le futur, de penser à ce qui peut se produire dans le futur et comment on peut agir par rapport à ces questions-là. Donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant de vous présenter cette nouveauté aujourd'hui avec cet effet boucle d'or. Je connaissais pas, enfin, je connaissais la loi de Yerkes-Dodson qu'on connaît par ailleurs en psycho avec cette idée de zone optimale. Mais c'était la première fois que je voyais cette dénomination boucle d'or. Je sais pas si ça me parle dans votre domaine, non? Non plus. Bah, c'est mignon, hein. Voilà. Alors maintenant, voilà, il reste un peu de temps pour que je présente nos propres travaux sur ces questions-là. Moins de temps, hein. Oui, oui, mais si on veut discuter, voilà, c'est c'est vrai que je vais un peu vite, mais parce que j'avais envie de garder aussi du temps pour parler avec vous. Donc nous, comme je vous l'ai dit, alors il y a plusieurs choses. Je vais vous montrer quelques résultats de nos travaux. On a beaucoup travaillé avec ma collègue, allez, son nom est là, Marie-Laure Parmentier, qui est vraiment à la tête de file un peu de ces travaux-là qu'on a menés ensemble depuis quelques années. Donc la première publication qu'on a faite, c'était en 2024. Et on a beaucoup travaillé avec des enquêtes en ligne, alors avec tout ce que ça a comme difficulté de recrutement, d'interprétation, etc. Mais voilà, ça nous permet d'avoir un certain nombre de sujets. Donc ici, par exemple, sur cette première enquête, on avait 431 sujets, de pouvoir faire un recrutement un peu tous azimuts. Et puis plus récemment, on a travaillé avec des panélistes donc pour avoir vraiment un panel représentatif de sujets que l'on peut interroger et voilà, d'être un peu plus précise dans nos travaux. Donc ici, dans cette première étude, ce qui nous a intéressé, c'était le lien entre éco-anxiété et éco-inquiétude et l'anxiété, notamment l'anxiété trait, c'est-à-dire que en psychologie, on mesure l'anxiété de chacun par une échelle qui s'appelle une échelle d'anxiété trait et état. Le trait, c'est notre trait de personnalité. À quel point j'ai un trait d'anxiété marqué, c'est-à-dire que bah, je suis d'une personnalité plutôt anxieuse, sans parler de pathologie, mais j'ai tendance à m'inquiéter, à être anxieuse pour un certain nombre de choses ou pas. Donc ça, c'est l'anxiété de trait. Et l'anxiété état, c'est avant un examen, à quel point je suis anxieuse. Et donc, il y a vraiment une différence entre le trait et l'état. C'est-à-dire que je peux être pas de nature anxieuse, mais que là, par ce qui va se passer, j'anticipe que ça peut être très anxiogène pour moi. Voilà, donc ces deux mesures sont très différentes. Et l'anxiété de trait, c'est quelque chose qui est assez stable. Alors, cette échelle, elle existe depuis les années 70. Ça a été utilisé dans des pays en guerre, enfin, dans des situations très anxiogènes. Et le trait reste stable. Par contre, l'état, il bouge.
Donc, nous, on a utilisé cette échelle d'anxiété trait pour faire le lien avec ces questions-là. Donc, la première chose qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, il y avait un lien. Alors, je n'ai pas mis les chiffres de nos analyses, mais simplement les liens positifs et marqués statistiquement significatifs entre les différentes variables. Donc, il y a vraiment un lien entre le fait de percevoir la crise environnementale. Donc, on posait des questions, par exemple, je pense que la crise environnementale est réelle, qu'il y a vraiment, il va y avoir de plus en plus de difficultés liées aux problématiques environnementales, la perte de la biodiversité, etc. Et donc, il y a un lien entre ça et l'éco-inquiétude. Je m'inquiète au sujet de l'environnement, c'est ce genre d'items de questions qu'on a posées. Et ici, en fait, c'est, euh, il va y avoir un lien entre l'éco-inquiétude et l'éco-anxiété avec trouble. Donc là, on a pris les items qui parlent de choses qui sont un peu invalidantes dans l'échelle de Suzanne Clayton. Donc là, il y a vraiment le lien. La perception de la crise environnementale ne va pas être directement associée à l'éco-anxiété, ça va passer par l'éco-inquiétude. Il faut d'abord être éco-anxieux. Et on a aussi montré que cette anxiété trait a été directement associée à l'éco-anxiété. Donc le fait d'être naturellement de nature un peu anxieuse, un peu plus anxieuse que les autres, il y a un lien direct avec l'éco-anxiété. Donc, ceux qui vont être éco-anxieux sont plus ceux qui sont de nature anxieuse au départ. Le lien est moins, il n'est pas significatif ici, Un peu évident. il était présent, mais sans être significatif avec l'éco-inquiétude. Donc ça, c'était notre premier résultat, qui nous paraissait intéressant parce que ça montre que c'est pas si simple que ça. C'est pas juste parce que je suis concernée par les questions environnementales que je vais être éco-anxieuse. Il y a d'autres facteurs qui vont venir expliquer cette éco-anxiété. Ce qui nous intéressait aussi, c'était avec les comportements, ce que j'ai appelé ici les engagements pro-environnemental. Alors, parce qu'on n'a pas pu mesurer les comportements, on n'a pas observé ce que les gens font, mais on dit à quel point ils ont des comportements engagés vers l'environnement. Et donc là, par exemple, ils nous disent, oui, je mène des actions pour l'environnement, pour protéger l'environnement. Donc voilà, c'est ça qu'on a appelé l'engagement pro-environnemental. C'est l'éco-inquiétude qui est associée directement à cet engagement pro-environnemental et pas l'éco-anxiété. Ça rejoint un peu le schéma de Clayton, là, de boucle d'or, c'est-à-dire que on est vraiment la partie médiane. Donc cette partie médiane, ce serait plutôt de l'éco-inquiétude que de l'éco-anxiété finalement. Donc on a ce premier schéma. Plus récemment, on a aussi interrogé, alors ça, on vient d'avoir les résultats. Donc là, on a utilisé 3 enquêtes en ligne dans lesquelles on a rajouté la question: je me sens personnellement responsable d'agir pour l'environnement. Donc ce fameux sentiment de responsabilité semble être, donc d'autres auteurs l'ont trouvé aussi, associé à l'éco-inquiétude, un élément primordial pour expliquer l'engagement pro-environnemental. Donc, au-delà d'être éco-inquiet, de percevoir les problématiques de la crise climatique, il y a le fait de se sentir personnellement responsable, va être vraiment un moteur pour l'action. Ça peut paraître logique, mais il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte que ça pouvait aussi poser question et on avait souhaité vérifier qu'il y avait quelque chose aussi à ce niveau-là. Une autre question qu'on s'est posée, ici aussi avec mon collègue Oscar Navarro, qui a pas mal travaillé sur cette question de connexion à la nature. Et puis c'est pour aller vers quelque chose d'un peu positif aussi sur ces questions-là. Donc c'est est-ce qu'il y a un lien entre la connexion à la nature et l'éco-anxiété? La connexion à la nature, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai noté ici, ce sont les effets positifs du contact avec le milieu naturel sur la santé et le bien-être. Donc ça, c'est le contact avec la nature. Mais on a aussi cette idée qu'on connaît depuis longtemps en psychologie environnementale, avec des travaux de Kaplan et Kaplan sur la théorie de la restauration de l'attention, l'environnement naturel, le fait pouvoir aller prendre des bains de nature, aujourd'hui on parle de ça, en tout cas d'être en contact avec l'environnement naturel, c'est quelque chose qui est restaurateur, qui nous permet de restaurer notamment nos capacités cognitives, notre attention, et de pouvoir continuer à fonctionner en fait dans un monde où on vit de plus en plus dans des zones urbaines et où on est dans une forme de saturation cognitive avec beaucoup d'informations qui nous arrivent quotidiennement avec tous nos sens, hein, le son, la vue, social, etc. Et donc, en fait, le fait d'être dans la nature va être une forme de restauration.
On sait aussi depuis les années 70 que, alors notamment, il y a une étude qui est connue pour nous qui s'appelle Chambre avec vue et qui montre que dans une chambre, dans un hôpital, donc ils ont travaillé dans un même service avec des patients ayant la même pathologie, ils ont subi la même opération. Ceux qui ont la chambre avec la vue sur le jardin, ils guérissent plus vite que ceux qui ont la chambre avec une vue sur un mur de pierre. Donc, c'est vraiment avec pathologie équivalente, opération équivalente, etc. Et donc, on sait que voilà, la nature va avoir des effets très positifs sur nous. Donc, le simple contact avec la nature, le simple fait de voir la nature va avoir des effets positifs. Donc, moins de risques de dépression, d'anxiété, de stress, de maladies respiratoires également. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été faites là-dessus. Mais sur la connexion à la nature, c'est le fait de se sentir connecté, c'est-à-dire que le fait d'être dans la nature va augmenter la conscience de ses effets, le fait de se sentir proche, de se sentir faire partie de la nature. C'est ça qu'on va appeler la connexion à la nature. Et donc, on s'est intéressé à ces aspects-là avec cette idée que voilà, donc l'exposition à la nature est associée à une meilleure santé physique et mentale, et la connexion à la nature va aussi augmenter ces effets positifs. Donc nous, ça nous a intéressé de savoir, en fait, la question, c'était de se dire, est-ce que le fait d'être connecté à la nature et en contact avec la nature, ça va augmenter l'éco-anxiété? Parce que ça peut euh, être associé à l'idée que bah, je perçois que la nature est fragile et que je vais perdre peut-être cette nature telle qu'elle existe. Je vois la perte de la biodiversité, je vois les choses changer et est-ce que ça va augmenter mon éco-anxiété ou au contraire, est-ce que ça va avoir cet effet restaurateur, le fait de pouvoir être en contact et en connexion avec la nature? Donc finalement, ce n'était pas si évident que ça, d'avoir cette réponse-là. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est interrogé là-dessus. Voilà, donc ça, pour définir cette connexion avec la nature. Donc, voilà, l'expérience individuelle affective d'union avec cette nature, ce sentiment de communauté, de parenté, d'appartenance à la nature, c'est ce que j'expliquais précédemment. Je ne me souvenais plus, j'avais mis cette diapo. Et donc, je passe rapidement pour aller vers notre recherche. Donc, on sait que la connexion à la nature prédit une préoccupation pour les questions écologiques. Donc, si plus je suis connectée avec la nature, plus je vais être préoccupée. Et donc, si vous vous souvenez de mon schéma précédent, préoccupé égale éco-inquiet. Et donc, peut-être potentiellement éco-anxieux. Mais ça prédit aussi les comportements pro-environnementaux, le fait d'être connecté avec la nature, ce qui paraît assez logique. Et donc là, voilà, on s'est posé cette question-là, de cette façon-là. Euh, c'est vague. Si je reprends mon schéma de tout à l'heure, la connexion à la nature, quel impact ça va avoir sur les co-inquiétudes, sur les co-anxiétés et sur l'engagement pro-environnemental? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Alors, pour répondre à cette question, on a profité avec Marie-Laure, ici à Toulouse, d'un travail qui avait été fait sur la plantation d'une microforêt urbaine. Donc, c'est Marie-Laure qui a fait passer ces questionnaires cette fois-ci, avec cette idée que bah, les personnes qui allaient participer à cette plantation de la microforêt, on pouvait considérer qu'ils étaient en contact à ce moment-là avec la nature. C'est une forme de contact avec la nature, en zone urbaine, certes, mais une forme de contact avec la nature. Et on a utilisé ça pour pouvoir mesurer ce contact à la connexion à la nature dans la même étude. Donc, on a 440 participants, dont 48 qui ont participé à cette plantation de la microforêt et donc qui ont eu ce contact avec la nature. Et donc, on a regardé les résultats sur ces questions-là. Alors, là, du coup, je vous ai fait deux schémas parce qu'on n'a pas les mêmes résultats avec les 48 qui ont participé à cette plantation et les autres. Donc ça, c'est sur la population générale. On a effectivement un lien entre de connexion et de contact avec la nature. Donc les deux variables, quand des gens, on a interrogé les gens sur le fait qu'ils aient aussi du contact avec la nature dans leur vie quotidienne, donc ils vont régulièrement en forêt, etc. Donc ces deux variables-là, elles sont associables des co-inquiétudes, mais seule la connexion à la nature est associée directement à l'engagement pro-environnemental. En revanche, chez ceux qui ont été vraiment engagés dans la plantation d'un micro-forêt, où là, le contact avec la nature, il était juste avant la passation du questionnaire, il y a une corrélation négative, enfin pas une corrélation, un lien négatif avec l'éco-anxiété. Donc, ils sont beaucoup moins éco-anxieux que les autres, le fait d'avoir participé
à cette action de plantation. Donc c'est au-delà d'un contact avec la nature, puisqu'on est ici avec des personnes qui aussi ont agi d'une certaine façon. Mais chez eux, le fait de se dire en contact régulier avec la nature est quelque chose qui va être négativement lié à l'éco-anxiété. Donc, c'est pour ça que je disais quelque chose de positif, on va en tirer de cette étude-là. Et c'est ça qui m'intéressait aussi. Je voulais finir sur cette note positive parce que finalement, ça nous amène à réfléchir sur, sur la qualité de vie et sur les stratégies d'adaptation que l'on peut avoir en zone urbaine et en zone rurale, mais ça peut être aussi en particulier en zone urbaine. On a mené un peu cette réflexion avec ma collègue Dorothée Marchand, qui travaillait à ce moment-là au CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui a écrit plusieurs ouvrages sur notamment la ville en verre, la ville, voilà, les évolutions de la ville aujourd'hui, et sur les études qu'elle a menées, notamment d'enquête auprès de personnes vivant en milieu urbain, il y a vraiment cette idée de euh, s'adapter au changement, c'est aussi restaurer un rapport de qualité de vie, un rapport de qualité avec son environnement, reprendre le contrôle avec notamment des rues qui deviennent végétalisées, et ça c'est une initiative des personnes qui vivent dans la rue la plupart du temps, qui peut être ensuite reprise par les mairies, mais au départ, dans beaucoup de villes, ça a été d'abord des initiatives individuelles transformer son mode de vie en se reconnectant à la nature, en agissant pour l'environnement, le climat, la biodiversité. Il peut y avoir aussi le fait de repenser son lieu de vie en remettant le lien social au cœur du projet de vie, au cœur du projet d'habiter, avec par exemple des jardins partagés qui vont être à la fois un lien avec la nature et un lien avec les autres. Et dans les travaux de Dorothée Marchand, il y avait vraiment cette idée que restaurer, se reconnecter à la nature permet de restaurer le bien-être, notamment en milieu urbain, et qu'on va avoir ces éléments-là qui sont assez importants. Les parcs, les jardins, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui vont permettre des expériences urbaines de ressourcement, de bien-être. Et donc, elle a parlé du fait de se relier avec le vital, avec les autres et aussi avec le temps long. Ça, c'était un peu aussi une réflexion post-Covid, avec cette idée de arrêter de courir, d'être tout le temps dans, dans l'urgence, mais le fait de se reconnecter avec le vivant, avec la nature, permet aussi d'être dans un temps plus long, de prendre plus le temps, d'être plus aussi avec les autres, etc. Et donc voilà, il y avait un peu cette idée qui était sortie des travaux qu'elle avait fait, notamment en région parisienne. Donc voilà, c'était cet aspect positif sur lequel je voulais terminer. Et donc pour conclure, aujourd'hui, on a besoin de continuer un peu ces travaux, notamment pour continuer à différencier bien l'éco-anxiété sévère. Aujourd'hui, Clayton notamment parle d'anxiété climatique sévère, même plus d'éco-anxiété, mais d'anxiété climatique et de l'éco-inquiétude, parce que je pense que c'est important. On a vu hein, notamment le travail qui est sorti hier aussi. Voilà, on ne parle pas tout à fait de la même chose et c'est important de savoir de quoi on parle et quels impacts ça a et comment on agit avec ça en fait pour restaurer son bien-être et puis pour agir éventuellement aussi face aux questions environnementales. On a besoin pour ça de différencier aussi les comportements de mitigation et d'adaptation au changement climatique, hein. Est-ce que j'agis pour m'adapter? Parce que ça aussi, c'est une question qui était soulevée dans l'article qui est sorti hier de Clayton et Irène. C'est voilà, quand on parle des actions, qu'est-ce qu'on agit, pourquoi? Est-ce que c'est pour mieux s'adapter soi au changement à venir ou est-ce que c'est pour essayer de faire en sorte que les changements, qu'on ne soit pas à plus 4 degrés comme nous le dit notre ministère de la transition écologique, mais plutôt à un peu moins, quoi, on va dire. Et puis ensuite, voilà, est-ce qu'il y a des thérapies pour les formes pathologiques? Est-ce qu'il faut commencer à réfléchir à ça? Certains psychologues cliniciens proposent, par exemple, faire des thérapies en forêt. Alors, je sais pas trop. On n'a pas de résultat là-dessus clairement explicite, mesuré, savoir est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est juste du greenwashing thérapeutique ou pas. Donc, je sais pas. Je viens d'inventer le terme greenwashing thérapeutique, mais bon, c'est mais voilà, en tout cas, ça pose question de savoir, c'est peut-être pas suffisant d'aller faire sa séance de psy dans la forêt ou dans le parc, quoi. Peut-être qu'il y a peut-être autre chose à travailler, mais peut-être que ça peut permettre de réveiller des choses, et, je sais pas. Mais en tout cas, ça vaut le coup. En tout cas, j'aimerais bien avoir des données scientifiques là-dessus.
Et puis voilà, dernier point, c'est ce que je viens de vous présenter, se recentrer peut-être sur les questions relatives au bien-être pour être sur cet aspect plutôt positif, se dire bah, qu'est-ce qui va me permettre de retrouver ce bien-être, notamment dans mon quotidien, dans ma façon de vivre, dans mon environnement, dans mon lieu de vie. Est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir se reconnecter à la nature, de pouvoir être plus en contact avec le vivant, avec les autres aussi, plutôt que d'être tous sur nos téléphones portables. Voilà, donc on a toutes ces questions-là qui, à mon avis, sont intéressantes et puis qui peuvent permettre de recentrer un peu le débat sur ces aspects plus positifs aussi. Peut-être qu'on a aussi besoin de ça. Et voilà, donc il nous reste quelques minutes pour pouvoir discuter. Je pense, si vous avez des questions. J'en laisse peut-être le partage si on veut avoir des questions des gens. Pour le Zoom, je mets le son là ou tu montes, c'est pas ouais. Ok, d'accord. Donc, on laisse un peu aux gens avant de partir. Ouais, ok, ouais, ouais. Et on prendra.